Bon, je démarre, je vais déjà me présenter. Donc Thierry Maudou, je suis membre du bureau de l'AT2E Auvergne-Rhône-Alpes, plutôt en charge des questions gaz et biogaz en tant qu'ancien responsable de développement de la méthanisation chez GRDF pour le quart sud-est de la France. Donc merci déjà à tous de nous rejoindre et de nous avoir rejoints pour ce webinaire autour de la décarbonation des usages énergétiques via le biogaz et la méthanisation. Ce webinaire fait suite à une première séquence que nous avions eue le 21 juin, pour laquelle déjà ce webinaire est accessible sur le site de la T2E avec les présentations de l'époque. Donc, ce webinaire du 21 juin, on a eu la chance d'avoir Solagro qui nous avait présenté un petit peu, fait de la pédagogie autour de la méthanisation, parce que c'est quand même pas forcément une énergie ou une source d'énergie qui est très connue. Et nous avait montré notamment que ce n'était pas seulement une source de production d'énergie renouvelable, mais aussi un outil intéressant de transition agricole. Et puis Greenfish nous avait présenté un petit peu les obligations et les contraintes ou les incitations qui pousseront demain les acteurs économiques, les industriels, les collectivités à décarboner leurs usages énergétiques. Aujourd'hui, on va rentrer du coup un peu plus dans le sujet. C'est vraiment là comment on va décarboner ces usages. Donc, c'est toujours Greenfish par la voix de Lorena Sénard qui nous présentera un petit peu les différentes possibilités de valorisation du biogaz, alors à la fois dans ses usages énergétiques et puis les autres possibilités, à la fois dans ses consommations gaz et puis les autres possibilités. Je passerai ensuite la parole à Laetitia Aubeux. Alors au départ, on devait avoir Gasolink qui devait intervenir sur la valorisation des biodéchets, puisque c'est une des voies de décarbonation de ces activités. Gasolink nous a fait faux bond un peu au dernier moment, et du coup, c'est Laetitia Aubeux de GRDF qui abordera ce sujet-là. Comment on valorise les biodéchets en méthanisation? Quel est l'intérêt de valoriser les biodéchets en méthanisation? Là-dessus, donc, c'est l'AFGNV par la voix de Gilles Durand qui interviendra sur la décarbonation des usages mobilité via le BioGNV. Et puis, on terminera, pour tout ça, pour pouvoir décarboner avec du biogaz, il faut qu'il y ait suffisamment de volume de biogaz. Donc, c'est Cécile Frédéric de France Gaz Renouvelable qui nous brossera un petit peu les perspectives de développement de la filière. Voilà pour le contenu. Sur le déroulé, chaque intervenant, on va présenter les 4 interventions à la file. Je vous demanderai de poser vos questions dans l'onglet questions de l'outil GoToWebinar et c'est moi qui les synthétiserai à la fin. Donc, on posera vraiment les questions en fin de séquence pour pas trop déborder en fait en termes de délai. Voilà, juste avant de démarrer, peut-être et de laisser la parole à Lorena, un petit mot sur l'AT2E. Donc, l'AT2E, c'est une association professionnelle dont le but est de promouvoir l'efficacité énergétique et les énergies renouvelables au travers de visites ou de conférences techniques, comme on fait aujourd'hui, et également au travers d'une revue bimensuelle qui est la revue Énergie Plus. L'AT2E, est organisé autour de 6 clubs thématiques que vous voyez, donc autour des C2E, du biogaz, du power to gaz, etc. Et c'est également un organisme, une association qui porte 4 programmes nationaux qui aident finalement au financement du management de l'énergie dans les entreprises, à la formation de référents énergie, et les 2 derniers programmes portent sur la rénovation énergétique. Voilà, je n'en dis pas plus. Une association, ça vit évidemment par ses adhérents. Donc, ce que je vous encourage, c'est évidemment d'adhérer au maximum à l'association pour la faire vivre, et c'est ce qui fait la richesse de la T2E. Du coup, je passe la parole à Lorena. Bonne conférence, et puis on se retrouve pour les questions. À tout de suite. Merci Thierry. Alors, je vérifie juste que vous voyez bien mon écran. Normalement, c'est bon. C'est bon, Lorena, il faut juste se mettre… C'est parfait. Ouais. Ok, écoutez, merci beaucoup. Je vais juste commencer par me présenter. Donc, je m'appelle Lorena Sénard. Je suis consultante chez Greenfish du coup depuis 2 ans et j'ai notamment dans le cadre de mes missions travaillé sur le biométhane mais aussi sur la pyrogazéfication.
Donc, concernant le sommaire de la présentation, je vais commencer alors par présenter très brièvement mon entreprise, donc qui est Greenfish Part of Accenture. Nous allons ensuite expliquer 2 mécanismes mis en place par l'État un peu pour tracer le biométhane. Puis nous verrons des exemples en fait d'entreprises, de collectivités qui utilisent du biogaz, mais aussi nous verrons qu'il est possible de produire du biogaz à partir de ces déchets. Et nous donnerons du coup aussi des exemples. Donc concernant la présentation de Greenfish Part of Accenture, alors c'est un cabinet de conseil en ingénierie et stratégie durable. C'est une entreprise qui est basée donc dans 6 villes en Europe, aux Pays-Bas, en Belgique et en France. Et elle a été initialement implantée à Bruxelles, du coup en Belgique. Greenfish Part of Accenture est constitué de plus de 280 employés avec une majorité d'ingénieurs. Et on a plus de 200 projets en cours. Pour information, on a été récemment acheté par le cabinet du coup de conseil assez connu Accenture. Voilà pour quelques chiffres clés. Concernant nos activités, donc on a des expertises sur divers sujets. Donc on peut accompagner les entreprises dans leur stratégie RSE pour que les entreprises se transforment de manière durable. On peut également réaliser des ateliers de sensibilisation et de formation. On traite les sujets liés à la mesure des impacts environnementaux des entreprises, donc tout ce qui est outils de comptabilité carbone avec les réalisations de bilan carbone, d'analyse cycle de vie. Et une fois cet impact environnemental quantifié, on accompagne et on travaille à les réduire, à des stratégies de réduction. On peut également financer des thèses, d'où la partie R&D que vous voyez en bas à gauche. Et on accompagne également dans l'implémentation de solutions techniques, donc ce qu'on appelle ingénierie durable. Pour les secteurs d'activité, ce n'est pas forcément le cœur de la présentation. Donc voilà, juste pour dire qu'il y a une grande variété de secteurs d'activité avec lesquels on a l'habitude de travailler. La présentation vous sera bien évidemment transmise, donc vous pourrez regarder un peu plus en détail. Donc, concernant le cœur de ce webinaire, donc pour rappel, dans le précédent webinaire, on a traité du sujet du pourquoi décarboner ces activités. Aujourd'hui, l'idée est de comprendre comment réaliser cette décarbonation des usages énergétiques à l'aide du biogaz. Pour ce faire, il nous semble pertinent de commencer par expliquer quels sont les mécanismes mis en place par l'État pour certifier que l'on achète bien du biogaz. Donc, il en existe 2, les garanties d'origine, qui est un mécanisme qui est déjà en place, et les certificats de production de biogaz, qui est un mécanisme qui n'est pas encore opérationnel. Commençons du coup par expliquer le système des garanties d'origine. Donc, pour rappel, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'une fois injecté dans le réseau, le biométhane se mélange au gaz naturel. Il n'est plus possible de le distinguer, enfin de les distinguer. Du coup, c'est là où l'intérêt des garanties d'origine sont des certificats électroniques qui font office de preuve au client final qu'une certaine quantité de biométhane a bien été produite. L'idée est donc de tracer, comptabiliser le biométhane injecté dans les réseaux de gaz naturel. Et dans le cadre des garanties d'origine, 1 MWh de biogaz injecté dans le réseau correspond à une garantie d'origine. Comme je l'ai mentionné, c'est un système qui permet de tracer le biométhane injecté et donc ce certificat électronique inclut diverses informations comme le lieu de production et les déchets utilisés. Ce dispositif permet de soutenir le développement de la filière de biogaz et ces garanties d'origine sont donc des preuves qui peuvent être valorisées par le client. C'est des outils en fait pour valoriser le caractère écologique de la consommation de gaz. C'est un système européen. Donc, alors, petite nuance, dans l'ordonnance qui date du 17 février 2021 sur les garanties d'origine de biogaz, il est écrit que le marché européen existerait à partir du 1er juillet 2021. La réalité est autre. Aujourd'hui, il existe ce qu'on appelle un registre national des garanties d'origine qui est tenu par GRDF dans le cadre d'une délégation de service public. Et ce registre des garanties d'origine trace le biométhane injecté dans les réseaux, les transactions qui se font, donc les quantités produites, échangées ou vendues. Et également, il recense les acteurs intervenant dans ces actions. L'ouverture de ce registre aux imports-exports des garanties d'origine en provenance et à destination d'autres États membres de l'Union européenne ne sera en réalité opérationnelle, en tout cas pas avant au moins avril 2023. On va essayer donc de regarder de manière plus concrète le fonctionnement des garanties d'origine.
Aujourd'hui, il existe en fait, il va exister 2 régimes différents selon la date de conclusion du contrat d'obligation d'achat entre le fournisseur et le producteur de biométhane. Là, dans la slide, vous voyez le cas le plus connu, historique, qui correspond au cas des contrats signés avant le 9 novembre 2020. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, un producteur vend une certaine quantité de biométhane, donc en mégawattheure au fournisseur, et les garanties d'origine associées à cette quantité de mégawattheure de biométhane vendue, ces garanties d'origine associées à cette quantité sont cédées au fournisseur. Et donc, pour toute la durée du contrat, les garanties d'origine sont la propriété du fournisseur. Les fournisseurs, ensuite, vont commercialiser auprès d'autres fournisseurs de gaz ou directement auprès de leur consommateur final les garanties d'origine. Donc, du point de vue du consommateur, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'achat des garanties d'origine se fait globalement via l'offre verte des fournisseurs. Il est possible, dans le registre des garanties d'origine, de créer un compte acheteur non fournisseur, mais ça se fait très peu. Donc, globalement, les consommateurs achètent les garanties d'origine via l'offre verte des fournisseurs. Il y a un deuxième cas qui existe, donc, qui n'est pas encore totalement défini, mais c'est pour les contrats signés après le 9 novembre 2020. Donc, dans ce cas-là, en fait, les garanties d'origine associées donc, à ces contrats signés donc, entre le producteur et le fournisseur, qui sont signés donc, après le 9 novembre 2020, les garanties d'origine, dans ce cas-là, vont être cédées gratuitement à l'État si le producteur de biométhane souhaite conserver son tarif d'achat. Donc, l'État pourra par la suite commercialiser auprès des acteurs du marché, donc fournisseurs, voire consommateurs final directement, ces garanties d'origine via un mécanisme d'enchère. Attention, pour l'instant, il n'y a aucune disposition de prise concernant ce système de mise aux enchères des garanties d'origine. Un décret est sorti, mais il manque les arrêtés. Autre possibilité, donc soit il met aux enchères, soit l'État peut également faire don des garanties d'origine gratuitement aux communes qui autoconsomment le biogaz provenant de l'installation de production de biogaz sur leur territoire. C'est la même problématique que pour le système de mise aux enchères. Voilà, il manque des textes réglementaires. Information aussi à connaître, aujourd'hui des discussions sont en cours avec l'État et dans ces cas-là, les garanties d'origine sont susceptibles de ne plus être éligibles pour l'acheteur au système ETS. Donc rien n'est fixé du tout, juste des discussions sont en cours. Et donc, pour rappel, le marché européen des quotas d'émissions de CO2, donc c'est le système ETS, existe depuis 2005. Excusez-moi. Et ce système encourage la réduction des émissions de gaz à effet de serre qui peuvent être émises par les secteurs industriels énergivores en imposant un plafond. Donc, si une installation dépasse le plafond autorisé d'émissions, elle va devoir acheter des quotas manquants sur le marché carbone. Donc, c'est le principe tout simplement du pollueur-payeur. On en avait déjà un peu parlé lors du précédent webinaire. Et donc, en fait, pour en petite conclusion, 2 systèmes aujourd'hui devraient exister. Aujourd'hui, toutes les garanties d'origine sur le marché proviennent de contrats signés avant le 9 novembre 2020 et les nouveaux contrats prennent du temps avant d'injecter. Donc, voilà, les 2 systèmes devraient quand même coexister par la suite. Quelques chiffres clés. On voit que le nombre de garanties d'origine évolue de plus en plus. Donc, on a un facteur x11 depuis 2018 et en 2021, on a dépassé les 4 millions de garanties d'origine biométhane. Je ne vous en dis pas plus parce qu'il y aura plus de précisions par la suite dans les autres présentations. Donc, je vous ai dit qu'il y avait 2 systèmes aujourd'hui qui existaient, donc les garanties d'origine et également les certificats de production de biogaz qu'on appelle CPB. Donc, juste avant de vous expliquer ce que c'est, un petit rappel de l'objectif instauré dans la PPE, donc Programmation pluriannuelle de l'énergie. Donc, un objectif de production de biogaz compris entre 24 et 32 TWh d'ici 2028. Et donc, ce qui concerne le dispositif donc, des certificats de production de biogaz, ce mécanisme est instauré par la loi climat résilience. Et en fait, les certificats de production de biogaz représentent un nouveau mécanisme extra-budgétaire du biogaz. En fait, c'est une obligation d'incorporation d'un certain taux de biogaz dans le réseau de gaz, pardon, un certain taux de biogaz dans le gaz consommé en France. L'objectif de ce système est d'accélérer donc le développement du secteur de la méthanisation
mais que ça ne soit pas financé par l'État, d'où le fait qu'on parle d'un mécanisme extra-budgétaire. En fait, ça repose sur les fournisseurs et donc, in fine, sur les consommateurs. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le système est toujours en cours d'élaboration. Donc, il y a un premier décret qui est sorti en avril 2022 et il y a un second décret qui devrait être publié en 2023 pour apporter des précisions complémentaires sur la fixation du seuil, donc le niveau d'obligation d'incorporation de biométhane qui sera imposé aux fournisseurs. Autre aussi information très importante, les CPB, donc, quant à eux, seront éligibles au système ETS. C'est une certitude, du coup. De manière un peu plus concrète, comme pour les garanties d'origine, l'idée, c'est d'expliquer un peu comment ça fonctionne très rapidement, sans rentrer dans les détails. Donc, les fournisseurs, comme on l'a dit, sont soumis à une obligation de production donc, de biogaz, donc une obligation de fournir des CPB à hauteur de X% des livraisons de gaz en France. Donc, ce X% sera détaillé dans ce décret qui devrait arriver. Et les fournisseurs, du coup, de gaz naturel peuvent s'acquitter de cette obligation, soit en produisant directement du biogaz, qui est ensuite injecté dans le réseau gazier, soit en acquérant des CPB auprès de nouveaux producteurs de biogaz. Attention, ce qu'il faut comprendre, c'est que la délivrance des CPB n'est valable que pour des installations non soutenues par l'État. Comme pour les garanties d'origine, le fournisseur donc, possède les CPB et peut ensuite les commercialiser à d'autres fournisseurs ou aux clients finaux. À l'instar des garanties d'origine, il existe aussi un registre qui sera dédié aux CPB. C'est un registre électronique accessible à tous qui permet du coup de corréler en fait le biométhane produit et consommé à un certain endroit et sa vente contractuelle à un autre endroit. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'en fait, on a deux mécanismes qui certifient l'origine du biométhane et qui sont une preuve pour le client final de l'injection de biométhane. Il y a des différences entre ces deux systèmes. Le système des CPB est français alors que le système des garanties d'origine est européen. Les CPB seront éligibles au système ETS. Quant aux garanties d'origine, ce n'est pas encore fixé, on va dire, les discussions en cours pour savoir. Enfin, jusqu'en 2021, elles étaient éligibles et la question de par la suite est en cours de réflexion. Une installation soutenue par l'État ne pourra pas bénéficier de CPB et en fait, les installations de production sous CPB ne pourront pas engendrer des garanties d'origine. On ne peut pas cumuler les deux dispositifs. Ensuite, donc, l'idée, c'est de parler en fait de l'utilisation du biogaz. Donc, on va voir en fait qu'on peut soit utiliser le biogaz en utilisant aussi des garanties d'origine, mais on peut aussi également en produire en tant qu'entreprise. Donc, prenons le cas d'une entreprise en fait qui utilise déjà du gaz naturel. Donc ici, on a schématisé les différents branchements entre le réseau de distribution et l'arrivée du gaz en fait dans l'installation au niveau de l'entreprise. En passant du coup au biométhane via les garanties d'origine, par exemple, cette entreprise, ce qu'on souhaite montrer, c'est que cette entreprise n'a aucun investissement à réaliser au niveau de sa structure. Elle n'a pas d'équipement ou d'infrastructure particulière à rajouter. En effet, le biométhane est injecté directement dans le réseau de gaz naturel, donc le dispositif reste le même. Il y a juste l'achat de garantie d'origine du coup à effectuer. Un exemple concret du coup d'achat de garantie d'origine et d'utilisation en gros de biogaz. La ville de Lyon, en fait, passe au biogaz pour gagner en sobriété énergétique et limiter le recours aux énergies fossiles. Depuis le 1er janvier 2022, l'équivalent de 40 bâtiments municipaux est désormais chauffé au biogaz. Et en fait, on a 17 gigawattheures en fait, de biogaz qui représentent environ 25% de la consommation annuelle en gaz des bâtiments de la ville, donc qui est globalement estimé du coup à 75 gigawattheures. Et donc, ces 17 gigawattheures permettent, enfin, ça équivaut à la consommation de l'hôtel de ville, de 5 mairies d'arrondissement, d'un établissement culturel ou sportif par arrondissement, de 4 piscines et de 9 écoles et 9 crèches. Voilà pour un exemple concret au niveau de la ville de Lyon.
On voulait également en fait vous expliquer vous pouvez utiliser du coup de biogaz. Si vous utilisez déjà du gaz naturel, il y a peu de changements, enfin il n'y a pas d'investissement à réaliser. Et il est également possible pour les entreprises de produire du biogaz à partir de leurs déchets organiques. Donc, comme il n'est pas forcément facile d'avoir assez de déchets organiques pour construire seule une unité de méthanisation, ce qu'il existe, c'est qu'il est possible de faire de la méthanisation collective. Donc, c'est le fait que plusieurs entités se regroupent pour utiliser leurs déchets. Et donc, ça peut être des déchets effluents d'industrie agroalimentaire, des déchets et effluents agricoles, les ordures ménagères des collectivités, voilà, différents types d'intrants. Les avantages, c'est que ça permet de traiter donc des déchets, de produire de l'énergie, donc du biogaz, d'intégrer les acteurs locaux et mais également aussi de créer tout simplement des emplois. On voulait également préciser, on recense quelques difficultés. Ça peut être dans les démarches administratives à réaliser qui peuvent parfois être complexes, des difficultés parfois au niveau des financements et peut-être un manque de connaissances parfois dans la gestion et l'exploitation des unités parce que les personnes qui se regroupent ne sont pas expertes. Attention, ça, on voulait juste vous dire qu'il faut avoir en tête ces possibles difficultés. Ce n'est absolument pas insurmontable, ce n'est pas une raison pour se décourager et on va vous présenter justement des exemples de réussite. C'était juste pour quand même avoir en tête. Et donc, voici, on a recensé, donc on ne va pas rentrer dans le détail, mais on a recensé des exemples d'unités de méthanisation collective. Donc là, vous voyez, on en a mis 3 de tailles différentes, donc avec un regroupement pour Méthagaz 20 industries, 30 000 tonnes d'intrants pour produire 170 normomètres cubeurs de biogaz, ou des unités de méthanisation collective plus petites avec seulement 15 000 tonnes d'intrants et pour une production de 85 normomètres cubeurs. L'idée ici, c'était de vous montrer qu'à chaque fois, il y a des subventions publiques qui sont possibles et donc vous donner des exemples concrets pour potentiellement faire plus de recherches par la suite. Ensuite, on a voulu donner des exemples de coopératives, de groupements qui ont été donc créés pour construire, gérer des unités de méthanisation collective et également donc des exemples d'entreprises qui gèrent également des unités de méthanisation. Ce n'est pas des groupements, mais c'est des entreprises. Et pour finir, on voulait terminer avec un exemple d'un industriel qui a suffisamment de déchets organiques pour créer sa propre unité de méthanisation. Donc, on parle ici d'Alto, qui est une entreprise bretonne qui fabrique donc des chips. Donc, vous pouvez voir sur la photo de droite. Et en fait, du coup, cette entreprise a 2 méthaniseurs aujourd'hui. L'un à Saint-Gérand, qui est opérationnel depuis 2019, et un méthaniseur sur la commune du Pouzin, donc en région Auvergne-Rhône-Alpes, plus récente, qui existe depuis 2021. Les déchets d'Alto, c'est principalement des épluchures de pommes de terre. Et donc, ce que l'on peut voir, c'est, voilà, peut-être pas rentrer dans le détail, mais tout simplement des volumes différents. Il y a 20 gigawattheures de produits d'injectés pour le méthaniseur à Saint-Gérand, 13 gigawattheures sur le méthaniseur à Le Pouzin, ce qui représente environ 30% des quantités consommées par les sites. Et dans les 2 cas, il y a un investissement d'environ 5 millions d'euros. Sur les 2 sites, Alto communique sur une quantité de CO2 évitée et également une quantité d'engrais chimiques évitée de fait de l'épandage du digestat. Voilà pour ma présentation. Je vais pouvoir du coup laisser la main aux suivantes. Je vous remercie. Merci Lorena. Merci Lorena. Donc c'est Laetitia qui va justement enchaîner sur la partie biodéchets. Oui, bonjour à tous. Alors normalement, hop, vous devriez voir mon écran. Est-ce que c'est bon? C'est parfait, Laetitia. Ok. Donc bonjour à tous, je me présente effectivement, je suis Laetitia Aubeux, je suis chargée de développement biométhane à la direction nationale de GRDF et plus particulièrement en charge du marché des collectivités. Donc la production de biométhane à partir des biodéchets qui m'amènent à vous aujourd'hui, mais aussi des boues d'épuration et des installations de stockage de déchets non dangereux.
Voilà, donc j'ai une vingtaine de minutes pour vous présenter le sujet des biodéchets et de la méthanisation. Alors pour introduire cette question, voilà, normalement, parce que je vois plein de trucs sur mon écran, voilà. Je vous propose de l'introduire via une petite question hein, sur la capacité de production de gaz vert de la ville d'Arles à partir de ces biodéchets. La ville d'Arles étant une ville de 54 450 habitants. Alors, je passe vite, vous pouvez écrire votre résultat sur le chat. Est-ce que c'est 2 gigawattheures? Est-ce que c'est 100 mégawattheures par an? Ou est-ce que c'est 1 gigawattheure par an? Je ne fais pas durer plus longtemps le suspense. C'est 2 gigawattheures par an. Donc, c'est l'équivalent des besoins de chauffage de 330 logements neufs, hein, à raison d'une consommation de 6 mégawattheures par an par logement, ou encore de 5 cuisines centrales, par exemple, de collectivités en capacité de produire 1500 repas. Alors, ça, c'est élaboré selon des ratios de l'ADEME, hein, indice INSEE, on a travaillé sur une petite calculette. On est parti sur un potentiel brut estimé pour la ville d'Arles de 4700 tonnes par an, hein, qui intègre 200 tonnes par an de déchets de la restauration collective, par exemple. Et la majorité, bien sûr, c'est les biodéchets issus des ménages. En mobilisable net, c'est 2000 tonnes, parce que dans ces 4700 tonnes par an, il faut considérer les autres voies de valorisation des biodéchets, autres que pour la méthanisation. Et il faut aussi considérer l'engagement en geste de tri de chaque producteur qui va fluctuer et qui est plutôt autour en tout cas pour les ménages, de 40 à 45 kilos par an et par habitant. Alors ça, c'est un potentiel qui ne tient pas compte des acteurs économiques du territoire, que sont les restaurateurs privés ou que sont encore des industries agroalimentaires lorsque le territoire en est doté. Donc c'est voilà, pour vous donner une estimation et surtout pour vous montrer que quand on parle biodéchets, on parle d'un gisement globalement qui peut être très fluctuant d'un territoire à un autre, qui va totalement s'adosser à la typologie du territoire, donc bien sûr à la densité de la population, mais aussi à son activité économique, et que dans la majorité des cas, on est sur un gisement diffus. Donc on va parler de quelques milliers de tonnes par an mobilisables, on va dire dans la majorité des cas, pour vraiment des quantités plus significatives importantes sur ces biodéchets, ça sera plutôt sur les grosses agglos. Donc ça va se compter sur en gros les doigts de la main. Donc ça c'est important de le noter. Et puis ce qui me permet voilà d'aller plus loin. Les biodéchets aujourd'hui, gisement diffus, les biodéchets potentiels, une valeur intrinsèque matière et une valeur intrinsèque énergétique. Une obligation de tri à la source des biodéchets pour tous au 1er janvier 2024, qui constitue un vrai atout pour le développement de la filière méthanisation, plus globalement pour nos objectifs d'économie circulaire et de développement durable des territoires. Cette obligation, elle émerge de la dernière loi AGEC 2020 qui élargit à tous, qui vient de la directive européenne du déchet qui a été modifiée en 2018. Donc c'est une transposition de cette directive européenne qui raccourcit le délai. La LTEPCV l'avait poussé au 1er janvier 2025. Donc on a entre guillemets perdu un an, perdu ou même gagné un an. Peut-être qu'on va le voir plutôt dans le sens on a gagné un an vu les échéances et les urgences à lesquelles on doit répondre. Voilà, et ce tri à la source des biodéchets est obligatoire. Il s'élargit donc à tout le monde, citoyen que nous sommes, comme acteurs économiques, bien que pour les acteurs économiques, l'obligation du tri à la source date de 2012, avec pour les plus gros producteurs des seuils qui sont déclinés après d'année en année. Le dernier seuil étant celui de 10 tonnes an au 1er janvier 2016 et qui va être modifié à 5 tonnes an au 1er janvier 2023, pour ensuite bifurquer sur plus de seuil du tout au 1er janvier 2024. Voilà, ça vous dresse un peu le tableau réglementaire. Peut-être que bon nombre d'entre vous avaient déjà en tête cette obligation réglementaire qui est voilà, perçue peut-être pour les collectivités en charge de la décliner comme une vraie obligation, mais pour certaines, je pense plutôt comme une opportunité
à mettre en œuvre à la fois une gestion durable de ces déchets et, grâce à la méthanisation, par la valeur intrinsèque en matière et énergie de ces biodéchets, de pouvoir aussi répondre à des objectifs plan climat énergie territorial, par exemple, et développement des ENR. Alors, quand on parle de biodéchets et d'obligation du tri à la source des biodéchets, il y a une définition qui est très claire, qui est exprimée dans le Code de l'environnement. Donc, quand on parle de biodéchets, on parle de biodéchets de jardin, de parc, des déchets dangereux alimentaires ou de cuisine, notamment et majoritairement issus des ménages, des restaurants, des traiteurs ou des magasins de vente en détail. Et c'est un gisement, alors brut théorique, qui a été exprimé dans une étude ADEME de 2013 sur une projection à 2030 de 22 millions de tonnes par an, pas loin de 60% issus des ménages. On le voit dans la poubelle grise, vous avez sur les 200 kilotonnes par an et par habitant, 83 kilos par an qui sont biodégradables. Et sur ces 83 kilos, eh bien, les 114 collectivités qui ont déjà mis en place le tri à la source des biodéchets recensent à peu près en moyenne, c'est une étude ADEME qui est autour plutôt de 50% de cette quantité-là. Donc un tiers de la poubelle à considérer sur le territoire pouvant être capté, sans compter les déchets des acteurs économiques. Alors, la valeur circulaire des biodéchets de notre territoire, je pense que vous l'avez comprise, par cette valeur intrinsèque, elle emmène plusieurs atouts quand on ne considère plus ces biodéchets comme déchets, mais véritablement comme ressources. Des atouts de substitution des engrais de synthèse par de l'engrais naturel via les digestats quand il s'agit de les méthaniser, et puis de la substitution de nos énergies fossiles via la production de biogaz, donc en l'occurrence de biogaz épuré ou biométhane, pour sa valeur énergétique. Le bilan potentiel méthanogène d'un biodéchet, de façon très macro, il est de l'ordre de 100 normomètres cubes de biométhane par tonne de matière brute. Ça fluctue bien évidemment très largement en fonction de la nature des biodéchets. On va parler par exemple plutôt de l'ordre de 250 normomètres cubes par tonne de matière issue d'industrie agroalimentaire, et on parlera plutôt de 60 normomètres cubes par tonne de biodéchets issus par exemple d'une restauration traditionnelle. Voilà. Alors, 22 millions de tonnes, c'est le gisement brut, je vous l'ai dit. Et puis, effectivement, ensuite, en fonction de l'engagement en geste de tri des producteurs et puis derrière des autres filières de voies de valorisation des biodéchets, que sont le compostage de proximité ou encore le compostage centralisé, les hypothèses en tiennent compte. Donc, on est plutôt autour de 3 à 9 TWh de potentiel de production de biométhane via les biodéchets. Alors juste avant, on vous a évoqué les garanties d'origine, les CPB. C'est autant, bien sûr, d'opportunités de produire plus de garanties d'origine, de produire plus de CPB. J'insiste en revanche sur l'importance de percevoir ce geste, cette obligation de tri à la source des biodéchets dans une logique conforme à celle de la hiérarchie de traitement des déchets, c'est-à-dire avant même d'envisager une valorisation énergétique, voire un recyclage matière, on envisage bien sûr des actions de prévention, de réduction, donc par de la lutte anti-gaspillage sur ces biodéchets, et ça vaut pour tout le monde, y compris les acteurs économiques, avant de passer sur du recyclage ou de la valorisation énergétique. Donc ça tient compte aussi dans ces estimations-là des ratios de lutte anti-gaspillage, puisqu'il y a un certain nombre d'objectifs aussi qui sont établis sur ce volet-là. Donc la mobilisation des biodéchets, pour la mettre en œuvre, elle peut se décliner de deux façons. Soit qui peut être complémentaire et d'ailleurs être mis en place dans tous les cas sur un même territoire. Il y a la gestion de proximité,
Donc, on connaît tous bien hein, le compostage de proximité, qui va faire sens sur des zones particulièrement pavillonnaires, par exemple, ou des zones où la collecte est difficilement accessible. Pour autant, c'est aussi une gestion qui va glaner peu de tonnage, qui va pas forcément exprimer toute la valeur intrinsèque de ce biodéchet, puisque le compostage de proximité est limité à 1 tonne semaine pour éviter effectivement de partir dans les limbes administratives que l'on connaît trop bien quand on parle de méthanisation et donc d'ICPE. Et on ne capte pas toutes les natures de biodéchets sur ce compostage de proximité. Il n'est quand même pas terrible d'envoyer des déchets carnés, par exemple, sur ces composteurs. Une autre façon, c'est la collecte séparée, et qui là va permettre de traiter plutôt en gestion centralisée, méthanisation centralisée ou compostage centralisé, et qui va plutôt se décliner sur, donc pour le coup, tout type de déchets alimentaires. Hein, il n'y a pas de limite de quantité. Ça va s'adapter en fonction des territoires, urbains, semi-rural, urbains, et avec une logique territoriale qui va pouvoir s'exprimer bien plus pleinement en faisant valoir les 2 valeurs intrinsèques des biodéchets que sont l'énergie et la matière. Production donc de NR, production d'engrais substitut aux engrais de synthèse. Et qui permet aussi de pouvoir acquérir de la donnée, puisqu'il y a des systèmes de collecte, notamment points d'apport volontaire intelligents, ou même effectivement des camions qui sont en capacité de déployer tout ce qui est smart grid, quoi, en fait, qui vont permettre de capter les valeurs, les volumes collectés, et derrière faire de la sensibilisation, faire des bilans de matière et valoriser finalement toute cette matière et toute cette énergie mise en œuvre au profit de bénéfices environnementaux, économiques, etc. Voilà, donc aujourd'hui, dans les voies de valorisation qui existent sur les biodéchets en version centralisée, enfin en solution centralisée, on connaît les plateformes de compostage, 680 sites à peu près qui traitent les 7 millions de biodéchets. Alors sur les 680 sites, il y en a 274 qui traitent des biodéchets alimentaires. Et puis, il y a la méthanisation, bien sûr, qui a vocation à se développer. Aujourd'hui, tout l'enjeu, c'est effectivement de faire comprendre l'intérêt des biodéchets dans des méthanisations qui vont plus être des méthanisations mixtes. Je vous l'ai dit, le seuil de rentabilité d'un projet en 100% biodéchets, c'est à peu près 15 000 à 20 000 tonnes par an. Si on est 100% biodéchets, pour aller chercher ces tonnages, c'est des grosses agglos. C'est pas forcément en plus le parti pris politique de toutes les grosses agglos. Donc majoritairement, la méthanisation avec biodéchets sera plutôt avec des agriculteurs méthaniseurs, donc vraiment plutôt méthanisation mixte. Et donc il y a tout un enjeu de sensibilisation du rôle que peut jouer un agriculteur méthaniseur aussi sur ce flux de biodéchets. Alors, il y a le rôle aussi des développeurs de projets de méthanisation. Et donc, il faut arriver à s'organiser autour de ce flux-là pour faire valoir tout le potentiel matière et énergétique mis à profit de nos politiques économie circulaire et énergie renouvelable. Je laisse très rapidement de côté les traitements mécano-biologiques qui sont des traitements qui ont pour objectif d'être complètement repensés avec l'obligation de trier à la source des biodéchets, mais ce n'est pas l'objet de l'intervention d'aujourd'hui. Voilà, donc je vous le disais, il y a différents types de méthanisation pour traiter nos biodéchets. Ça suppose aussi différents types de porteurs de projets. Quand on raisonne sur un projet de 15 000 tonnes an, supérieur à 15 000 tonnes an, qui a le seuil technico-économique en 100% biodéchets, eh bien, ça va être plutôt porté par des collectivités. Alors aujourd'hui, les méthaniseurs en 100% biodéchets sont quand même assez à la marge. On a moins d'une dizaine d'installations. On peut citer par exemple le cas de Métavalor,
dans l'Est qui traite des biodéchets 100% sur la base d'un tri optique, hein, donc qui a mis la collecte séparée des biodéchets en place. Le tout premier site à avoir injecté, c'est le centre de valorisation organique de l'île Sequedin, qui traite aussi des biodéchets. Donc ça, ce sont des portages par des collectivités et qui le portent par une mission de service public, hein, donc de la compétence pure du service public de gestion de déchets. Et on a, ce que je vous disais pour les 3/4 des projets qui pourront exprimer le plein potentiel du biodéchet, ça sera plutôt des projets mixtes agricoles, biodéchets. On a pour exemple Métavert, Métamoly, Agrivalor, Ligère, qui tous, en plus de leurs intrants agricoles, ont construit leur modèle sur la base de biodéchets, de restauration et petit à petit de biodéchets ménagers. C'est le cas par exemple d'Agrivalor qui a même poussé son modèle jusqu'à développer des flottes de collecte et à faire lui-même la collecte tout en étant sur des questions d'agriculture biologique, tout en étant sur toujours la recherche de gains de performance au niveau des étapes que suppose la gestion des biodéchets en méthanisation, c'est-à-dire l'hygiénisation, le déconditionnement, j'y reviendrai. Et donc pour ce type de projet, alors là vous avez un zoom sur le rôle de la collectivité. La collectivité, elle reste bien sûr majeure en tant qu'interlocuteur et partie prenante d'un projet de méthanisation. Elle va l'être d'autant plus que l'on va lui trouver une solution de gestion de ces biodéchets pour lequel, je le rappelle, elle a une obligation de mettre en œuvre les moyens d'y arriver à échéance 1er janvier 2024. Donc, elle peut jouer un rôle de fédérateur, de catalyseur, voire de coactionnaire. C'est le cas, par exemple, d'un projet dans le nord-ouest de la France, plus exactement sur le territoire de Maubeuge-Val de Sambre, où on a un consortium d'une dizaine d'agriculteurs sur un projet pour lequel la collectivité est coactionnaire à 5% et caution sur l'investissement, et qui, par ailleurs, met en place aujourd'hui toute une démarche de mobilisation innovante des acteurs de l'organique de son territoire pour à la fois se doter d'une solution sur ces biodéchets et à la fois pérenniser son engagement dans le développement de la méthanisation. Et puis bien sûr, on va retrouver sur ces projets-là les agriculteurs en question. On va retrouver aussi des développeurs hein, qui sont très engagés aussi au développement de projets à partir des biodéchets. Hein, c'est voilà, dans l'étude de gisement des fonds, des Total Energy ou encore des CVE le font très bien également. Donc la méthanisation des biodéchets, le biodéchet par sa valeur encore une fois intrinsèque, mais par aussi le lien qu'il fait avec le grand public, le lien qu'il fait avec le citoyen, le lien qu'elle fait avec les acteurs économiques, c'est un formidable vecteur globalement de lien entre monde urbain, monde rural, un formidable vecteur d'acceptabilité, de communication. Bah oui, le geste de tri qu'on vous demande de faire tout à chacun, si vous en comprenez le sens, si on vous explique que derrière, ça part sur un méthaniseur qui vous produit le gaz qui va chauffer votre gazinière et qui permet de produire également vos carottes, autant de faire se peut par agriculture biologique, bah, on comprend tout de suite le sens que peut donner la méthanisation aux citoyens à qui on demande de trier à la source. Donc, vecteur d'acceptabilité, et plus globalement, vecteur de synergie sur le territoire. Le biodéchet, dans l'objectif de gestion de déchets en tant que tel, il emmène des logiques d'écologie industrielle et territoriale, de synergie, économie circulaire. Donc, il est vraiment pourvoyeur de valeur. Ce qu'on va produire à partir du biodéchet en méthanisation, c'est des émissions de gaz à effet de serre en moins. On produit du biométhane, 10 fois moins émetteur. On va produire des garanties d'origine ou des CPB, donc on va pouvoir verdir les usages. Et on va produire encore une fois de la matière renouvelable en substitution des engrais de synthèse dont on sait qu'ils sont énergivores et polluants. Alors, par contre, tout ce discours, bien sûr,
en exprimer le plein potentiel, il faut arriver à mobiliser les biodéchets. Et pour arriver à mobiliser les biodéchets, il y a toutes les étapes amont qui sont bien sûr à décliner, et c'est pas chose simple. Alors en premier lieu, une méthanisation des biodéchets, elle va se penser déjà sur une bonne connaissance du gisement de son territoire, par type d'activité, donc autrement dit une bonne connaissance des acteurs de son territoire, des intérêts qu'ils ont en tant que producteurs, puis faire le lien aussi des intérêts qu'ils ont en tant que consommateurs de matière, d'énergie. Ça va dépendre de la nature du territoire, notamment dans l'articulation des modalités de gestion de déchets de ce territoire historique. Ça va pas penser de la même façon sur un territoire qui a une installation de stockage de déchets non dangereux dont la TGAP va passer de 14 à 65 € la tonne en 2025 et qui peut couvrir des hausses de budget sur la gestion de déchets de plus de 10% pour une collectivité à répercuter sur l'administré, que sur un territoire qui est toute incinération, dont la TGAP augmente mais en moindre mesure, où ça va peser autour de 3% et qui plus est à du réseau de chaleur et qui va considérer que son sujet énergétique est complètement résolu en faisant de la chaleur à partir de ses incinérateurs. Donc ça, c'est important d'avoir ça en tête. Le deuxième enjeu, c'est bien sûr de maîtriser toute la partie amont de cette mobilisation des biodéchets, que l'on parle de qualité ou de quantité. Et ça passe inévitablement par des actions de sensibilisation, de compréhension du geste de tri, qu'on parle d'acteurs économiques, qu'on parle d'acteurs citoyens. Donc, comment on mobilise ces producteurs potentiels vers une qualité de geste de tri qui va être conforme à ce que la méthanisation va derrière être en capacité de dégrader. On rappelle que c'est du vivant, les plastiques, les métaux, les bouts de verre, tout ça, on n'y fera rien, ça polluera nos sols agricoles. Donc c'est fondamental. Des enjeux sur la pré-collecte, voilà, beaucoup de questions auprès des collectivités que se posent les collectivités d'ailleurs auprès de leurs ménages, même auprès de leurs acteurs économiques, qu'est-ce qu'ils mettent à disposition comme contenant, des choses toutes simples, qui sont finalement bien plus techniques qu'on ne le pense. Et puis la collecte en tant que telle, est-ce qu'on met du porte-à-porte, est-ce qu'on met du point d'apport volontaire en fonction des typologies de territoire. Donc tout ça, ça s'étudie. Il n'y a pas une solution plus qu'une autre. Il y a bien souvent plusieurs solutions qui cohabitent entre elles. On prend le cas de Grenoble, par exemple, qui a mis du point d'apport volontaire dans certains quartiers, du porte-à-porte dans d'autres, du compostage de proximité, et qui répond ainsi à toutes les zones et aux spécificités de sa zone urbaine ou périurbaine. Et puis enfin, quand on parle de biodéchets et de méthanisation des biodéchets, on va aussi parler de déconditionnement et on va surtout parler d'hygiénisation. La méthanisation des biodéchets, c'est d'office ICPE 2781-2 avec un seuil limite en enregistrement. Il n'y a pas de système de déclaration dès qu'on prend en charge des biodéchets en méthanisation. Et c'est une obligation par le respect de la réglementation sanitaire d'hygiéniser à 70 degrés 12 mm 1 heure dès qu'on parle de déchets alimentaires qui sont considérés comme des sous-produits animaux catégorie 3. Donc autant vous dire, quand on parle de biodéchets issus de la collecte des ménages, on va tout de suite les assimiler aux déchets de cuisine et de table, donc aux sous-produits animaux, donc hygiénisation. Et donc la question des pré-traitements, elle reste entière et elle reste clé pour pouvoir collecter et valoriser, mettre le potentiel matière et énergétique des biodéchets au service du territoire. Enfin, le troisième et dernier enjeu, c'est d'être en capacité de choisir les bons traitements, de voir si vous avez des méthaniseurs sur votre territoire ou pas, avec l'étude de gisement qui a été faite, pouvoir évaluer le potentiel de développement d'un projet tout simplement. Alors, économie d'un projet de méthanisation avec biodéchets. Alors, très honnêtement, c'est encore un sujet… un peu, Laetitia, excusez-moi. On accélère, et ben, vous voyez ici… On dérape un peu. Merci beaucoup. Ok, eh ben, désolée, oui, je suis bavarde. En fait, je vous le disais, un projet de méthanisation avec biodéchets, il doit se penser vis-à-vis du déconditionnement qui pourrait être demandé et surtout de l'hygiénisation. Ça prend en compte bien sûr les parties transport. Il faut intégrer la vente de biométhane et la redevance de traitement des biodéchets.
Et puis les subventions. Donc là, vous avez un exemple ici pour le cas finalement qu'on pourrait considérer comme celui qui sera le plus classiquement rencontré. On est sur un projet ici qui doit être de 15 000 tonnes an, je crois. Ouais, c'est ça, une unité de méthanisation agricole initialement, qui va réceptionner 1000 tonnes par an de biodéchets, qui va produire donc 100 normomètres cubeurs soumises à ICP enregistrement. Vous voyez un petit peu les ordres de grandeur. Une recette, une redevance qui va être, alors de ce qu'on peut voir aujourd'hui, c'est entre 50 et 80 € la tonne de biodéchets traités. Un investissement qui va couvrir autour de 7 millions d'euros en ajoutant l'hygiénisation. Et puis derrière, vous avez des charges de transport, d'exploitation, de digestat et d'épandage, plus les recettes de vente de biométhane. Voilà. Bon, vous aurez les supports. Hein. Ici, c'est un projet d'à peu près 40 000 tonnes sur un projet des conditionnements hygiénisation ex situ à un site de méthanisation sur une capacité de 40 000 tonnes an. Bon, voilà, annoncé 6 millions € de CAPEX. J'ai pas les coûts d'OPEX là-dessus. On est quand même assez pauvre sur tous ces OPEX, CAPEX quand il s'agit des biodéchets. On a quand même du mal à avoir les informations. Voilà, et donc vous retrouverez bien sûr les redevances biodéchets et dans ce cas-là, il y a aussi des recettes de vente de soupe. Tout ça, ça va fluctuer en fonction du marché et de l'exutoire de proximité où les projets se pensent globalement autour de 50 km de rayon. Voilà, et j'en ai terminé. Vous aurez ici, si vous voulez en savoir plus, je vous invite à consulter le guide qui a été réalisé du tri à la source jusqu'à la méthanisation. Vous allez retrouver un petit peu toutes les spécificités des biodéchets, de leur collecte jusqu'à leur traitement. Vous allez retrouver aussi la revue des solutions innovantes et engagées où vous aurez des solutions qu'on a recensées à travers un appel à projet sur l'ensemble des briques de la sensibilisation au traitement et qui a vocation à évoluer. On est en train de travailler sur une interface qui permettra d'identifier d'autres solutions de mobilisation dès l'amont de ces biodéchets. Et puis, voilà, on est capé pour chacune de nos régions avec des référents biodéchets. N'hésitez pas à prendre contact avec eux si vous voulez en savoir plus ou qu'ils puissent vous mettre en relation avec les acteurs de l'écosystème local. C'est notre rôle. Et puis, différents liens utiles et des actus. 2 prochains webinaires à venir, Solagro AMF sur le sujet des biodéchets et la méthanisation agricole le 18 octobre et le 8 novembre. 2 appels à projets auxquels vous pouvez répondre. Si vous êtes une collectivité, l'appel à projet territoire engagé Gaz Vert qui est ouvert jusqu'au 15 octobre 2022 et qui va recenser toutes les belles initiatives, voire les nouveaux projets qui font le lien entre la production de gaz vert et l'usage des gaz verts. Et il y a également un AAP pré-traitement qui est ouvert, pré-traitement amont méthanisation et qui ouvre aussi à la brique hygiénisation, déconditionnement, voilà. Et puis un petit webinaire en replay que vous pouvez consulter pour avoir des résultats d'une collecte séparée des biodéchets sur le territoire de La Motte-Beuvron en point d'apport volontaire, qui a été menée par l'INRAE sur 1 an. Et j'en ai fini. Merci. Merci Laetitia. Désolé de te couper le sifflet. Je laisse la parole du coup sur la mobilité à Gilles Durand. Merci. Oui, bonjour. Alors, j'ai déjà partagé mon écran. Il faut juste que vous vous mettiez en diaporama et c'est bon. D'accord. Voilà, c'est bon? Non, recliquez dessus. Voilà. Il faut juste changer le mode comme tout à l'heure et sinon on est bon. Sur les paramètres d'affichage tout en haut du diaporama. Le paramètre d'affichage. Voilà. Voilà. Bon. Bonjour à tous, merci de m'accueillir dans ce webinaire. Donc moi, je vais vous parler d'un usage du biométhane qui est un usage de plus en plus utilisé, c'est-à-dire l'usage carburant. Alors d'abord, j'ai présenté l'Association française du GNV, gaz naturel véhicule.
Donc, un carburant. Est-ce que vous pouvez juste masquer? On voit la petite fenêtre Go to Webinar. Si vous pouvez masquer juste la petite flèche orange. C'est parfait. C'est bon? Voilà. Oui, donc quand on juge un carburant alternatif de surcroît, on doit mesurer trois choses en fait. On doit vérifier d'abord qu'il y a une gamme de véhicules. On doit vérifier qu'il y a des stations d'avitaillement pour charger ces véhicules. Et on doit enfin vérifier qu'il y a le caractère renouvelable du carburant qu'on utilise. Donc, on retrouve dans l'association toutes les parties prenantes de ces trois paramètres. Donc, d'abord, les énergéticiens. Donc, les énergéticiens comme Engie, Air Liquide, Total Energy, Shell, enfin, donc des gens qui distribuent soit du gaz, soit des carburants classiques et du gaz. Nous avons également, bien sûr, les constructeurs de véhicules, plutôt des poids lourds, j'en dirai 2 mots tout à l'heure. Nous avons également donc un certain nombre d'industriels, équipementiers d'industrie, soit automobile, soit gazière. Nous avons également les parties prenantes utilisateurs, donc à travers les collectivités territoriales. On a par exemple la ville de Paris, Lille Métropole, Toulouse Métropole, voilà un certain nombre de collectivités. Nous avons également les fédérations professionnelles de transporteurs de marchandises et de voyageurs, qui sont des grands utilisateurs du GNV et du BeGNV aujourd'hui. Et puis nous avons enfin tout en bas les marchés historiques du GNV dans les années 2000, c'est-à-dire les sociétés de transport de voyageurs par autobus et puis la collecte d'ordures ménagères. Voilà. Donc on voit les Veolia Propreté par exemple et les Keolis. Voilà, tout ça fait la dynamique de notre association qui recrute à peu près une dizaine de nouveaux adhérents chaque année. Ça illustre bien aujourd'hui la tendance à développer l'usage carburant du gaz naturel et maintenant de plus en plus du biométhane. Alors pourquoi on développe l'usage carburant du gaz naturel et du biométhane? Eh bien, il y a deux atouts particuliers. Alors, il faut que je passe. Voilà. Pardon, je suis un peu. Voilà. Donc, les deux atouts, c'est la qualité de l'air et l'empreinte carbone des véhicules. Alors, d'abord, sur la qualité de l'air, en fait, vous avez tous entendu parler en fait, du scandale des particules des moteurs diesel. Eh bien, les véhicules au gaz, qu'ils soient gaz fossile ou gaz renouvelable, en fait, émettent quasiment pas de particules et très peu d'oxyde d'azote, moitié moins qu'un véhicule diesel classique. Et donc, ce qui a offert en fait l'option de la vignette critère 1 pour ces véhicules, c'est des véhicules qui pourront rentrer en fait demain dans les zones à faible émission. Ces vignettes critères sont également exigibles pour les véhicules particuliers comme pour les véhicules professionnels. Donc ça, c'est le premier atout. Et un deuxième atout qui est lié au caractère renouvelable du biométhane, c'est l'empreinte carbone. C'est-à-dire quand on regarde les émissions de CO2 notamment d'un véhicule, aujourd'hui on regarde les émissions au pot d'échappement, c'est-à-dire uniquement ce qui est issu de la combustion de l'énergie. Mais en fait, il y a de l'énergie qui est utilisée pour construire le véhicule, qui émet du CO2, et il y a de l'énergie aussi utilisée pour produire l'énergie, je pense en particulier à l'électricité, et il y a également des émissions de CO2. Et quand on regarde en fait l'empreinte carbone, c'est-à-dire l'émission de CO2 du véhicule dans son analyse complète du cycle de vie, on est équivalent entre un véhicule électrique alimenté en électricité française, donc déjà faiblement carboné, et un véhicule utilisant du biométhane. Donc on voit bien en fait que notamment ce que l'on reproche aux véhicules électriques, notamment sur l'autonomie et la capacité de recharge rapide de ces véhicules, eh bien, on n'a pas ce problème avec les véhicules biométhane. Alors, j'ai mis simplement en dessous des deux diagrammes, en fait, des éléments concernant la réglementation européenne. Pour le véhicule léger, en fait, le règlement européen qui valide les émissions de CO2 a été révisé en 2022 et ne prend en compte que les émissions au pot d'échappement. Donc, aujourd'hui, sur les véhicules légers, les seuls véhicules qui sont censés ne pas émettre d'émissions de CO2, ce sont les véhicules électriques et les véhicules hydrogène. Donc aujourd'hui, les véhicules qui roulent au biométhane, véhicules légers, utilitaires légers, émettent des émissions de CO2 comme un véhicule qui roule avec du gaz fossile. Donc aujourd'hui, on a très peu de constructeurs, quasiment plus d'ailleurs maintenant. On n'a plus que le groupe Volkswagen qui a encore quelques véhicules au GNV. Pour les poids lourds, on a des menaces parce qu'en fait, ce règlement européen CO2,
il est révisé cette année et devrait donner en 2023 en fait la tendance. Soit on évaluera les émissions de CO2 de ces véhicules en analyse du cycle de vie, auquel cas le biométhane aura vraiment encore de la pertinence, soit on évaluera les émissions de CO2 au pot d'échappement. Voilà. Alors, combien de véhicules roulent aujourd'hui en GNV en France? Donc, sur le véhicule léger, on a 15 000 véhicules, mais que je n'ai pas affiché là parce que c'est, comme je viens de dire, c'est une tendance qui aujourd'hui s'amenuise fortement. Donc, c'est surtout le véhicule lourd qui est en développement. Donc, vous voyez, on est passé de 4 600 véhicules en 2016 à 15 000 véhicules en 2021. Quand on regarde à date du 1er août 2022, on a même eu 3 000 véhicules de plus parce qu'on a 18 000 véhicules. Sur la partie droite, on a les taux de croissance moyens entre 2016 et 2021 pour ces véhicules. C'est assez extraordinaire le développement parce qu'en fait, on voit bien que sur le véhicule léger et utilitaire léger, l'électricité prend de plus en plus de place. Alors, je ne parle pas d'hydrogène, on n'en a pas encore beaucoup. L'électricité prend de la place, on a de l'autonomie, on a des bandes de recharge qui, en 20 minutes, rechargent des véhicules. Donc, ça correspond tout à fait aux usages. Sur le véhicule lourd, ça n'existe pas. Les bornes de recharge, véhicules lourds en recharge rapide, n'existent pas en électricité. Donc, aujourd'hui, on trouve uniquement en alternative au diesel le biométhane et le GNV, bien sûr, dans le sens large, pour ces véhicules lourds. Alors, bien sûr, il y a également le biodiesel, mais qui est en quantité extrêmement limitée. Alors, on a des taux de croissance très forts, notamment sur les autocars et sur les tracteurs routiers de marchandises. On a également les points d'avitaillement, c'est-à-dire les stations. Voilà. Comme je disais tout à l'heure, il y a un triptyque, il y a la gamme de véhicules, il y a le caractère renouvelable du carburant et il y a surtout les points d'avitaillement. Et on a une croissance assez forte des points d'avitaillement en France, alors spécialisés sur les véhicules lourds, bien sûr. Fin 2021, on avait 251 points d'avitaillement sur le territoire national. Fin août, on en a 273 et à la fin de l'année, on en aura 327. Donc une croissance très forte qui répond aux besoins aujourd'hui des utilisateurs de ces transports lourds, à savoir le transport de marchandises et le transport de voyageurs. Donc, dernier point, c'est le caractère renouvelable du carburant, puisqu'on on était au départ sur du carburant fossile. Et puis en 2012, je crois que c'est cette période-là, donc il y a eu la capacité d'injecter du biométhane dans les réseaux. Et donc on a vu croître très progressivement, mais de manière sûre, la part de biométhane dans le GNV en France. En 2021, on était à quasiment 20% de biométhane dans le GNV consommé par les véhicules. Donc on a clairement une capacité de décarbonation des véhicules lourds avec le biométhane qui va remplacer progressivement le gaz fossile dans les réseaux. Alors pour les stations, en fait, on a aussi un modèle qui est très à part par rapport au carburant classique. Carburant classique, vous savez, il y a deux types d'acteurs. Il y a les énergéticiens, les Total, les Shell, les FINA, etc. Et puis on a sinon la grande distribution. Et c'est à peu près tout. Dans le domaine du GNV et du bio-GNV, en fait, on a plusieurs acteurs différents. On a bien évidemment les énergéticiens. Donc on a soit sur l'image en haut à gauche, Endesa, c'est un énergéticien qui fait du gaz d'électricité, qui développe des stations spécifiques sur le gaz naturel. Mais en bas, au milieu, on a la station Avia sur autoroute d'ailleurs, qui est une station classique et dans laquelle on est venu ajouter des pompes pour le gaz naturel véhicule. Mais il n'y a pas que les énergéticiens. Enfin, c'était les premiers qui se sont engagés dans le développement des stations, à peu près à partir de 2014, de manière importante, j'entends. Mais on a également les transporteurs routiers de marchandises. Maintenant, on voit également les transports routiers de voyageurs par autocar développent des réseaux de stations. Donc, c'est l'image qu'on voit aujourd'hui. Vous voyez, ce sont des stations qui sont spécifiques au gaz, qui sont ouvertes au public en général et qui sont construites à proximité de l'entreprise qui va financer, du transporteur qui va financer cette station. On en a de plus en plus. Mais à part les énergéticiens et les transporteurs, on a encore d'autres acteurs. On a par exemple les collectivités locales. On les reconnaît parce qu'il y a souvent des inaugurations avec des bandeaux bleu, blanc, rouge. Mais en tout cas, les collectivités locales, de plus en plus, soit en direct, soit à travers le syndicat d'énergie, s'engagent dans les investissements de stations d'avitaillement.
c'est quelque chose d'assez remarquable. Il développe actuellement beaucoup de stations. Ce sont même quasiment les premiers développeurs de stations parce qu'ils sont plus nombreux en fait que les énergéticiens et que les transporteurs impliqués dans ces sujets-là. Mais on n'a pas que les collectivités locales, on a encore un dernier type d'acteurs, ce sont les agriculteurs. Donc, les agriculteurs, et souvent ceux qui sont engagés dans la méthanisation, s'engagent dans la valorisation de leur biométhane sous forme de carburant. Donc on a 3 modèles différents là que j'ai soulignés parce qu'ils sont vraiment intéressants. Le modèle de gauche, Philippe Collin à Vittel, en fait, c'est quelqu'un qui a un méthaniseur qui n'est pas raccordé au réseau de gaz parce qu'il n'y a pas de réseau de gaz chez lui, mais qui alimentait une cogénération. Et vous savez que le contrat de rachat d'électricité dans ces cogénérations est en train d'évoluer. Donc il s'est demandé comment il allait valoriser en fait son biogaz. Eh bien, il continue à faire fonctionner sa cogénération. Par contre, avec un peu moins de gaz, il prend une partie de ce gaz, il l'épure de manière locale et il le met dans une station. C'est celle qu'on voit sur l'image en bas à droite. Et donc, c'est une petite station publique qui n'est pas très grande, mais qui peut alimenter des acteurs locaux et en particulier le camion-citerne qui vient collecter le lait dans sa ferme, voilà, qui fonctionne au biométhane. On a le modèle ensuite de droite, les frères Morel à Fougères. Donc ça, c'est un autre cas de figure. Donc les frères Morel, en fait, ils font de l'élevage, de la culture pour alimenter leur élevage, pour nourrir leur élevage, pardon. Et donc, eux, ils ont un méthaniseur qui injecte dans le réseau. Bien, ils prennent une petite partie de ce biométhane épuré avant d'être injecté dans le réseau. Ils vont le mettre dans une petite station. C'est l'image qu'on voit en bas à droite. C'est une toute petite station privative en autoconsommation qui alimente les véhicules qu'on voit ici sur la photo, plus le tracteur qui fonctionne aujourd'hui au BioGNV. Donc on a un deuxième modèle, et puis on a enfin un troisième modèle qui est un modèle plus classique, c'est Lucien Gerbier à Saumur, donc, qui à une époque a créé un méthaniseur qui injecte dans le réseau. Et il a voulu aller plus loin en utilisant ce biométhane dans une station-service, donc c'est l'image en bas au milieu. Et cette station-service est une station publique qui alimente à la fois ces véhicules, puisque lui il fait du compost, donc il va chercher des intrants et en fait il va ensuite revendre son compost. Ça alimente également des transporteurs locaux et ça alimente également les bus de Saumur qui fonctionnent également au BioGNV. Alors, on a 3 modèles avec les agriculteurs qui sont vraiment très intéressants. Et tout à l'heure, quelqu'un parlait de l'AMF, l'Association des agriculteurs méthaniseurs de France. Ils ont décidé, alors c'est un peu ambitieux, hein, je vous l'avoue, de créer 500 stations suivant ces 3 modèles-là d'ici 2025. Donc, ils vont participer au maillage du territoire sur les stations d'avitaillement en France. Alors, dernier point pour parler du GNV, BioGNV de la filière, c'est notre ambition. Alors, nous avons l'ambition en fait de décarboner 20% du parc de poids lourds en 2033. 20% du parc de poids lourds, donc c'est les bus, les autocars, les camions de marchandises, les bennes ordures ménagères. Ça fait 120 000 véhicules en 2033. Et pour alimenter ces 120 000 véhicules, il nous faudra 30 TWh de BioGNV d'ici là. Et donc, sur la courbe que l'on voit, donc la part en verte est de plus en plus importante, c'est la partie bio. Mais à partir de 2025, en fait, on pense qu'on aura plus de biométhane dans le GNV que de gaz fossile. C'est le pari que l'on prend d'ici 2025. Et en nombre de stations d'avitaillement, donc ça c'était pour la partie production d'énergie, et sur le nombre de stations d'avitaillement, vous voyez, on est à peu près à 300 points d'avitaillement aujourd'hui. On doit passer à 2200 points d'avitaillement. Alors on est assez confiant parce que on a, comme je l'ai dit tout de suite, beaucoup d'acteurs qui se lancent dans l'investissement des stations et la production de biométhane. C'est pour nous un sujet extrêmement intéressant. Il y a un autre point qui est un point particulier. Alors, je ne suis pas rentré dans le détail, mais en gros, le gaz, qu'il soit fossile ou biométhane, enfin, ou renouvelable, on le met dans les véhicules sous forme soit de gaz comprimé à 250 bars, soit de gaz liquéfié, donc c'est-à-dire avec un point de température à moins 130 degrés. Alors pourquoi on comprime? Parce que c'est pour mettre suffisamment d'énergie dans les réservoirs. Pourquoi on liquéfie? Parce que c'est pour en mettre encore plus. Voilà. Et ce qui nous manque aujourd'hui, c'est du biométhane liquide, physique, produit à la ferme.
On a des technologies émergentes comme avec la start-up Sublime Énergie, qui en fait a pour ambition de liquéfier le gaz à la ferme, alors le biogaz, c'est-à-dire avant qu'il soit épuré, liquéfier à la ferme, le collecter comme ça des fermes, et ensuite l'épurer de manière centralisée pour ensuite soit l'injecter dans le réseau, mais encore mieux, le mettre directement dans des stations alimentées en GNL qui fourniraient du bio-GNL qu'on appelle physique. Voilà. Et pour faire tout ça, il y a un mécanisme de soutien à biométhane non injecté dans les réseaux qui est en cours de préparation. Alors, ils en sont au cahier des charges des appels à projets qui seront lancés, je pense, à partir de l'année prochaine, si tout va bien. Et pour finir, en fait, bon, je voudrais quand même parler de la crise de l'énergie, qui est un sujet important, qui touche tout le monde aujourd'hui, mais qui touche particulièrement le secteur gazier. Et on a aujourd'hui des prix du gaz qui sont très élevés, beaucoup plus élevés que les prix du pétrole, et en particulier les prix du gasoil. Et on voit sur la courbe de gauche, en bleu, le prix du GNV, donc le prix du gaz carburant, usage carburant, qui s'est envolé par rapport au prix du gazole qui est en rouge. Voilà, donc c'est quasiment 2 fois plus cher. Donc c'est un vrai sujet. Et sur la partie droite, on a vu commencer à apparaître à partir de 2021 une chute des commandes de véhicules gaz poids lourds. Donc là, en l'occurrence, c'était les camions de transport de marchandises. Donc c'est une situation assez préoccupante pour notre filière. Mais enfin, il n'y a pas que notre filière qui est concernée par aujourd'hui l'inflation et le coût des énergies qui a vraiment atteint des sommets incroyables. Alors pour finir, en fait, je pense que je suis arrêté dans les temps. Donc on a des sujets structurants pour notre filière aujourd'hui, et donc il y en a deux en fait. La feuille de route décarbonation du transport lourd, donc en fait, il y a un article de la loi climat et résilience qui impose à l'État en fait de définir des feuilles de route pour décarboner toutes les actions humaines, en particulier le transport lourd, d'ici 2050. Et donc nous avons avec l'État, les énergéticiens, les constructeurs de véhicules, les organisations de transporteurs, en fait des réunions régulières jusqu'à la fin de l'année pour établir cette feuille de route et positionner en fait le poids du GNV et surtout du bio-GNV, puisque en 2050, si on a encore du GNV dans les véhicules, ce ne sera que du biométhane, pour déterminer en fait quelle va être la trajectoire de décarbonation de ces flottes de poids lourds. Voilà. Et nous devrions être à peu près à 30% en 2040 de véhicules qui fonctionneraient au biométhane. Le reste, ce serait de l'électricité, de l'hydrogène et des biocarburants liquides. Voilà. Puis le dernier point structurant aussi, c'est ce fameux cahier des charges et l'appel à projet pour soutenir la production de biométhane non injecté dans les réseaux pour les usages carburants, parce qu'il nous faut du biométhane sous forme liquide pour les camions qui font de la longue distance. Voilà, j'ai terminé. Merci Gilles, timing respecté, bravo. Je vais céder la parole du coup à Cécile Frédéric pour sa présentation un peu conclusive sur le développement de la filière biométhane. Bonjour à tous. Alors, je ne sais pas quel écran vous voyez en fait. C'est bon. En diaporama? Non, il faut juste se mettre en diaporama. C'est parfait. Voilà. Bonjour à tous. Donc, merci de m'avoir invité à ce webinaire. Je vais enlever la caméra pendant la présentation. Ce sera plus simple pour moi. Donc, je pense que je suis passée. Voilà. Je me présente, donc Cécile Frédéric, je suis la déléguée générale de France Gaz Renouvelable. Et donc, on vous a parlé beaucoup d'usage. Moi, je vais vous parler de production pour essayer de vous rassurer sur la capacité de cette filière à produire l'ensemble de ce biométhane qui est indispensable pour décarboner notre mix énergétique dans ses usages, en tout cas. Et donc, France Gaz Renouvelable, c'est une association qui a été créée justement au moment de la croissance de cette filière pour regrouper l'ensemble des producteurs
Donc, aussi bien des producteurs agricoles, vous voyez, dans nos membres fondateurs, nous avons la FNSEA, les chambres d'agriculture, évidemment l'Association des agriculteurs méthaniseurs de France, mais également France Biométhane, qui regroupe l'ensemble des développeurs de projets, qu'ils soient territoriaux, industriels, à partir de biodéchets ou de collectifs d'agriculteurs qui peuvent passer par des développeurs. Donc l'objectif, c'était de regrouper l'ensemble de ces producteurs et de les associer aux gestionnaires de réseau, donc qui sont GRDF, GRT Gaz, la TIC2E, le biogaz qui nous invite aujourd'hui, et la FNCCR qui sont les collectivités qui sont propriétaires des réseaux. L'objectif, c'était de créer un lieu de consensus sur cette filière qui était en émergence pour s'assurer que l'ensemble de ces problématiques soient portées auprès des ministères et de l'administration et développer le cadre réglementaire, législatif de développement de cette production de biométhane. Donc cette association est dirigée par deux coprésidents, Olivier Dauger, qui est le référent énergie-climat de la FNSEA et président de la Chambre régionale d'agriculture des Hauts-de-France, et Jacques-Pierre Couac, qui représente l'Association des agriculteurs méthaniseurs de France et qui est, avec son frère, le premier injecteur de biométhane dans le réseau de gaz naturel, dans le réseau GRDF. Donc, je vous disais que je vous allais vous parler de production. Donc, aujourd'hui, la filière biométhane, c'est la seule filière qui a dépassé ses objectifs de la programmation pluriannuelle de l'énergie, puisque fin 2021, on était à plus de 4,3 TWh de biométhane injecté, et que en 2022, nous avons déjà 465 sites qui sont en service, avec une capacité d'injection de plus de entre 7 et 8 TWh de biométhane, et que donc nous espérons à fin 2022 avoir injecté 7 TWh de biométhane dans les réseaux sur l'année, et donc d'avoir dépassé nos objectifs qui étaient, je vous le rappelle, dans la PPE de 6 TWh. Au-delà de ces 465 sites, il y a plus de 1000 sites qui sont inscrits dans ce qu'on appelle le registre de capacité, pour une capacité d'injection d'au moins 25 TWh d'ici 2023. Donc nous sommes largement sur une trajectoire très ascendante de la production de biométhane, avec une filière qui est jeune, puisque je vous disais, la première injection a eu lieu en 2015, mais qui se développe extrêmement rapidement. Petite remarque également, pourquoi France Gaz Renouvelable a une coloration très agricole, c'est aussi parce que le gisement, comme on va le voir, est essentiellement d'origine agricole, et qu'aujourd'hui, 80% des sites sont d'origine agricole, en agricole autonome, c'est-à-dire des unités à la ferme, ou en agricole territorial, donc des regroupements d'agriculteurs ou avec des collectivités ou d'autres opérateurs. Je voulais donc je vous disais, le gisement est évidemment issu de la biomasse, et donc la question qui se pose aujourd'hui, c'est quel est ce gisement, quelle est la disponibilité de la biomasse, et surtout quelle est l'articulation de l'utilisation de cette biomasse avec d'autres utilisations qui vont se développer dans l'avenir. Je pense par exemple aux produits biosourcés ou évidemment la biomasse pour l'alimentation. Un certain nombre d'études, et même un nombre certain d'études, ont été faites récemment et qui vont toutes dans le même sens, qui montrent que la disponibilité de la biomasse est là pour répondre à la décarbonation du mix gazier, que cette biomasse n'est pas en concurrence avec la production alimentaire,
alimentaire et qu'elle n'est pas non plus en concurrence avec l'alimentation animale, qui est un sujet extrêmement important pour notre filière, puisque, comme je le disais, la biomasse vient de l'agriculture, essentiellement. On voit que dans l'ensemble des études, la mobilisation de ce qu'on appelle les résidus de culture tient compte de la priorité qui va être donnée à l'alimentation animale et va rester limitée à peu près 20% du gisement total, soit 30 TWh. Le principal gisement de développement de cette biomasse et d'utilisation de la biomasse pour la méthanisation, par exemple, vient de ce qu'on appelle les cultures intermédiaires à vocation énergétique, qui sont des cultures que l'on va intégrer entre deux cultures alimentaires sur les parcelles, donc ils ne viennent pas en concurrence avec la production alimentaire ou animale. Et toutes les études considèrent à peu près que 50% uniquement du gisement va être utilisé vers la méthanisation pour un potentiel de 50 TWh. Laetitia en a parlé tout à l'heure, il y a évidemment le gisement des biodéchets qui peut être plus ou moins mobilisable, mais qui manque aujourd'hui de voies de valorisation stable. Et je pense également aux bouts de steppe qui peuvent être également méthanisés. Enfin, il faut se rappeler que la production de biométhane par méthanisation n'est pas uniquement une production d'énergie, c'est aussi une production du digestat qui représente pour nous une part importante et un intérêt très important de cette filière, puisque c'est une nouvelle forme de souveraineté et de transition agroécologique autour de la fertilisation des exploitations agricoles. Mais je ne vais pas développer ce point puisque je crois que ça a été développé au mois de juin. Donc voilà, en termes de concurrence et de fiabilité du gisement, l'ensemble des études montrent que le gisement existe, et notamment en France, particulièrement en France. Au-delà de la production de biométhane par méthanisation, et pour atteindre ce que nous considérons possible, c'est-à-dire 100% de décarbonation du système gazier et donc 100% de remplacement de la consommation de gaz naturel fossile par du gaz renouvelable, différentes technologies sont aujourd'hui disponibles ou vont se développer pour produire ces gaz renouvelables. Donc je ne reviens pas sur le processus de méthanisation qui est la production de biométhane par fermentation dans un environnement sans oxygène. Une deuxième brique se développe aujourd'hui aux côtés de certaines unités de méthanisation, c'est la méthanation. Donc la méthanation est un procédé industriel qui va convertir de l'hydrogène en méthane à partir avec une source de CO2. Donc si ce CO2 si ce CO2 peut être le CO2 de récupération des unités de méthanisation, nous avons un cercle vertueux, d'autant plus si l'hydrogène de départ est elle-même produite à partir d'une source d'énergie renouvelable ou bas carbone, par électrolyse de l'eau avec une électricité renouvelable, par exemple, ou bas carbone, ou par vaporéformage du gaz naturel associé à de la capture de CO2. Donc cette capacité de couplage des sites de méthanisation et des sites de méthanation existe déjà avec des installations pilotes, notamment dans le nord de la France, sur un site co-construit par justement les frères Quat qui ont été les premiers injecteurs. La troisième technologie pour produire ce gaz renouvelable, c'est la pyrogazéification. Donc la pyrogazéification va valoriser des intrants plutôt secs, donc à savoir une grande variété de ressources qui sont aujourd'hui difficilement valorisables. Par exemple, les résidus de bois, les bois non dangereux
de démolition et les combustibles solides de récupération. Cette technologie va s'appuyer sur des procédés de pyrolyse et de gazéification en chauffant cette matière carbonée relativement sèche à haute température, entre 400 et 1500 degrés, donc ça peut être aussi à très haute température, en absence ou en défaut d'oxygène. Et donc cette matière est alors transformée en un gaz qu'on appelle le syngas. Enfin, quatrième technologie disponible aujourd'hui pour produire du gaz renouvelable, c'est la gazéification hydrothermale. Donc la gazéification hydrothermale, GH, va être un procédé de conversion thermochimique à haute pression entre 210 et 350 bars et de haute température entre 360 et 700 degrés, qui va permettre ainsi de valoriser des déchets de biomasse très humides qui sont aujourd'hui incinérés, enfouis ou pour lesquels les contraintes réglementaires de traitement, je pense à l'épandage, sont de plus en plus fortes. Donc, par exemple, des bouts de steppe ou des digestats qui aujourd'hui ne peuvent pas être épandus pourraient produire du méthane grâce à la gazéification hydrothermale. Donc nous avons un large choix aujourd'hui de technologies, la plus mature étant évidemment la méthanisation, qui au-delà de la méthanisation en injection, donc la production de biométhane, est aussi développée depuis plus d'une dizaine d'années en production d'électricité renouvelable avec la cogénération. Donc c'est une technologie qui aujourd'hui est vraiment mature. Donc, je vous disais, nous avons un objectif de 100% de gaz renouvelable en 2050 et de 20% de gaz renouvelable en 2030. Donc, aujourd'hui, toutes les études montrent que ce potentiel de 320 TWh, qui est un potentiel qui ne prend pas en compte l'ensemble du gisement, donc qui laisse de côté un certain pourcentage du gisement pour assurer sa pérennité, pour être sûr de sa pérennité. Et donc ce gisement aujourd'hui existe en France. Et ce que l'on voit et ce qui est assez important, c'est qu'en 2050, la méthanisation ne représentera pas la majorité du gisement, elle représentera un peu moins de 50% du gisement, le reste étant produit par la pyrogazéification, la gazéification hydrothermale et la méthanation ou power to méthane. Donc on est vraiment sur une trajectoire de production de gaz renouvelable qui couvre l'intégralité de la demande en gaz à cet horizon, en s'appuyant sur les nouvelles technologies que je vous ai présentées. Au-delà donc de ces objectifs et de ces potentiels français, l'Europe a fixé et va fixer des objectifs très importants en termes de décarbonation. La crise géopolitique actuelle ayant renforcé cette volonté de l'Europe d'accéder à la souveraineté énergétique. Et donc l'Europe, dans le cadre de sa proposition de Repower EU, a une vision encore plus ambitieuse de production de gaz renouvelable avec un objectif de 380 TWh en 2030 sur l'ensemble de l'Europe. Je vous rappelle qu'on est sur le chiffre de 320 TWh uniquement en France, mais en 2050. Et on voit que le potentiel de biométhane en Europe aujourd'hui est très très important en France, puisque l'Europe prévoit que nous serons le deuxième producteur de biométhane en Europe en 2030, pardon. Juste derrière l'Allemagne qui a développé la méthanisation de façon plus conséquente et plus rapidement que nous il y a quelques années.
Donc en tout cas, un objectif et des potentiels qui sont là, qui se développent et qui sont sécurisés en termes de concurrence avec les autres utilisations de cette biomasse qui, pour nous, la biomasse ne doit pas être tournée ni de la production alimentaire ni de la production animale. Au-delà de ces projections et de ce gisement, vous avez déjà eu une présentation, mais je voulais revenir sur le cadre financier pour les producteurs qui aujourd'hui se structurent pour assurer l'ensemble de ces volumes. Donc aujourd'hui, deux mécanismes fonctionnent justement pour permettre à la courbe de production d'être quasiment exponentielle. Donc le tarif d'achat réglementé qui permet à un producteur et donc le méthaniseur de contractualiser un tarif qui est garanti par l'État pour une durée de 15 ans. Et donc aujourd'hui, on a plus de 25 TWh de capacité réservée sur ce tarif d'achat. L'État, dans le cadre de la PPE, a aussi prévu des appels d'offres. Donc, ce sont les appels d'offres de la Commission de régulation de l'énergie qui vont se mettre en place. Le premier appel d'offres a été lancé en 5 TWh qui devraient être produits en 2025. Les premières offres doivent être remises à la fin de l'année 2022. Et deux autres mécanismes qui sont en cours de concrétisation. Donc les certificats de production de biogaz, qui sont donc une obligation des fournisseurs à incorporer du biométhane dans leur chiffre d'affaires, dans leur portefeuille de gaz vendu, qui va permettre un verdissement du gaz pour l'ensemble des consommateurs et permettre aux industriels qui pourront acheter des CPB complémentaires de décarboner leurs usages, puisque les CPB seront reconnus dans le cadre de l'ETS, puisque c'est une production qui est non subventionnée. Enfin, des Biomethane Purchase Agreements sur le même modèle que les PPA électriques. Donc aujourd'hui, il n'existe pas de contrat de PPA en France, mais ce modèle va se développer certainement avec le développement de la production de biométhane et les obligations de décarbonation des industriels et des collectivités. Donc ce seront des contrats de gré à gré entre un consommateur et un producteur, et donc cette production non subventionnée sera reconnue dans les mécanismes de décarbonation. Et enfin, je voulais terminer par le projet de loi accélération des énergies renouvelables qui est en cours de discussion au Parlement et qui va permettre d'accélérer le déploiement de ces énergies renouvelables et donc d'accélérer, nous l'espérons, le déploiement des projets de méthanisation sur le territoire et aussi de renforcer le lien entre production et consommation, puisqu'il y a des propositions de partage de la valeur qui sont inclus dans cette proposition de loi. Je pense par exemple à la proposition qui permettrait aux consommateurs, aux résidents qui sont proches d'unités de production d'énergie renouvelable, d'obtenir une réduction sur leur facture d'électricité, quelle que soit l'énergie renouvelable produite, pour compenser la proximité avec une production d'énergie renouvelable. Donc voilà, on voit qu'un certain nombre de dispositifs vont dans le bon sens, que la production se développe, et donc je voulais aujourd'hui vous rassurer, et j'espère que c'est fait, sur la capacité de toutes ces filières à produire le gaz renouvelable d'aujourd'hui et de demain. Je vous remercie. Merci Cécile. Je vous propose de passer rapidement aux questions. Comme je crois que Cécile, tu as une contrainte juste après et assez vite, il y avait une question qui te concernait, c'était est-ce que les BPA permettent déjà l'exemption dans le système ETS ou manque-t-il des étapes réglementaires?
Alors aujourd'hui, il n'existe pas de bipied pour le biométhane. C'est pas quelque chose qui est mis en place aujourd'hui, à ma connaissance. C'est quelque chose qui va se développer. Et donc, comme je le disais, les BPA, comme c'est une énergie non subventionnée, seront reconnus dans les mécanismes ETS. Très bien. J'avais des questions, une remarque déjà de Lionel Patrier que je salue, qui est plutôt adressée à Lorena. C'était que sur les, ou à toi d'ailleurs, Cécile aussi, qui signalait en fait que les CPB, donc les certificats de production de biogaz, seraient obligatoires pour les unités qui auraient une Cmax de plus de 200 normomètres cubes heure. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, le tarif d'achat n'est plus accessible aux unités de plus de 25 gigawattheures. Soit ils sont obligés de passer en appel d'offres, soit ils pourront demain choisir de passer en production de CPB. Ok. Une question pour Lorena encore, c'est la ville de Lyon achète-t-elle les garanties d'origine qui correspondent aux 17 gigawattheures de biométhane qu'elle consomme? J'imagine que oui, mais je vous laisse. Après, j'avais une question pour Laetitia. Comment un producteur peut contractualiser ses biodéchets pour un gisement inférieur à 15 000 tonnes? Est-ce que ces producteurs sont soumis à appel d'offres? Est-ce qu'une collectivité doit impérativement être impliquée dans le financement du projet de méthanisation? Quand c'est avec une collectivité, si la collectivité veut faire traiter ses biodéchets sur une unité de méthanisation, elle doit effectivement le faire via un appel d'offres. Donc, elle va lancer un appel d'offres au titre de sa commande publique pour appel à des offres prestataires qu'elle va analyser et elle répondra à celui qui est conforme aux critères qu'elle a mis en place dans son appel d'offres. Ensuite, il y a plusieurs façons de voir impliquer une collectivité dans le montage d'un projet. Elle peut vouloir s'intégrer au projet en intégrant l'actionnariat d'une société dédiée, par exemple. Voilà, elle peut être partie prenante uniquement sur la mise à disposition de foncier. Elle peut, enfin, il y a différentes façons de voir les choses. Dans tous les cas, il y a effectivement un objectif de développement d'un projet à partir de biodéchets. Ça fait partie des parties prenantes incontournables à aller voir, en ayant en tête qu'elle a une problématique de biodéchets à résoudre avec l'obligation du tri à la source des biodéchets, et en ayant en tête tous les rôles qu'elle peut jouer au-delà de son rôle de service public de gestion de déchets. Elle a aussi un rôle à jouer dans le développement de projets ENR. Donc, il faut la mettre dans la boucle. Ok. Et il y avait une dernière question pour Gilles Durand, c'était sur la partie bio-GNV. Tu as cité le nombre de stations d'avitaillement GNV, et la question c'était combien il y a de stations de points d'avitaillement bio-GNV. J'imagine que ça doit être assez confondu en fait. Ah, je ne sais pas si Gilles est toujours là. S'il avait une contrainte. Ton micro est coupé, Gilles. Je ne sais pas si tu as entendu la question. Donc, c'était Lionel qui avait posé la question, donc j'essaierai de lui répondre du coup en direct. Mais en général, sur les stations GNV, il y a souvent les fournisseurs, les opérateurs de stations achètent aussi des garanties d'origine pour pouvoir les valoriser via l'usage carburant. Voilà. Donc, je pense que c'est assez confondu. Après, il peut y avoir des stations typiquement bio-GNV en revanche, liées à des installations de production de biométhane, notamment l'agriculteur qui produisait et qui vendait, qui n'était pas raccordé au réseau et qui vendait son biogaz directement au niveau de sa ferme. Voilà, je crois qu'on a fait à peu près le tour des questions pour moi.
Je vous remercie, merci à tous. S'il y a d'autres questions, ben, vous me les passerez. Donc, mon mail, c'est thierry.modou@grdf.fr. Merci donc à tous d'avoir été présents. Merci à tous les intervenants pour leurs explications limpides. Donc, les interventions et le webinaire sera disponible très rapidement sur le site de la T2E. Je crois à partir de demain, on m'a dit, bon, peut-être après-demain, on verra. Et puis, ben, je vous souhaite un bon appétit et à bientôt sur des nouveaux webinaires à T2E. Au plaisir, à bientôt. Merci à tous, au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Merci à tous.